teint, v'là le joli teint, v'là le bon teint, ma vie m'attend, la 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 la, v'là le bon teint, v'là le joli teint, v'là le bon teint, ma vie m'appelle. C'est ça qu'elles devaient penser, les jeunes femmes qui étudiaient pour devenir ingénieurs. Je vais devenir ingénieur. Le fils du roi s'en va chassant, avec son grand fusil d'argent. Puis à le noir, tu as le blanc. Ô fils du roi, tu es méchant, d'avoir tué mon canard blanc. Par-dessous l'aile, il perd son sang. V'là le bon temps, v'là le joli temps, v'là le bon temps, ma vie. Le 6 décembre 1989, à l'École polytechnique de Montréal, un des derniers bastions du pouvoir mâle avec l'armée, la police et l'Église catholique, 14 de jeunes femmes étudiantes dans cette prestigieuse institution longtemps réservée aux hommes sont assassinées par un homme déguisé en soldat, combattant courageux pour la patrie, protecteur du territoire sacré, portant l'habit de camouflage vert kaki et toutes les armes de la guerre, le fusil d'assaut et le poignard à la ceinture qui sert pour les combats en corps à corps. Il allait à la guerre. Malbrook s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il est entré dans le grand bâtiment en plein après-midi. Personne n'a posé de questions à cet homme déguisé en soldat. Il a sillonné les couloirs, il est entré dans une salle de cours, il a ordonné à tous les hommes, professeurs et étudiants, de sortir. Il est resté seul avec les femmes. Il a dit « Vous êtes des féministes et vous avez détruit ma vie ». Il en a tué 14. Après, il s'est suicidé. Un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique entre dans les locaux de l'école polytechnique et abat 14 jeunes femmes coupables, à ses yeux, d'être étudiantes dans un domaine réservé aux hommes. Il les a tuées parce qu'elles représentaient un puissant symbole de l'émancipation des femmes. Il les a tuées parce qu'elles actualisaient leur droit à l'égalité, chèrement obtenu par la génération précédente. Jaillis, les féministes, elles m'ont gâché la vie, avait-il avoué sans équivoque. C'était pas une journée comme aujourd'hui, le 6 décembre, je m'en souviens très bien. C'était une journée où il faisait assez froid. Il tombait une sorte de neige mouillante, collante, fatigante et déprimante. Nous étions à la fin de la journée, la personne qui écoutait les ondes de police dit, bien, il est en train de se passer quelque chose, il y a un tueur qui est entré à la Polytechnique. Alors là, évidemment, la salle des nouvelles s'est mise en branle, des équipes ont été dépêchées à l'école Polytechnique et moi, on m'avait envoyé à l'hôpital général de Montréal. On ne savait pas que c'était que des femmes. Ça a pris un peu de temps avant qu'on l'apprenne. On ne savait pas que c'était des féministes qui étaient visées. On ne savait pas qu'il y aurait autant de victimes. Et le bilan ne cessait de s'alourdir. La mairesse de Westmount qui écrit dans le journal qu'elle s'est approchée d'un cercueil puis il y avait un homme seul. C'était un jeune homme qui avait perdu sa copine, mais c'était un immigrant. Alors, il était seul, pas de famille, pas d'amis, avec le cercueil de sa bien-aimée. Et ils étaient venus ici, excusez-moi, chercher la paix, la tranquillité et la non-violence. Alors, des petites histoires comme celle-là, il y en avait tout le temps qui revenaient à la surface. Alors, ça a été des moments particulièrement difficiles. Nunca más, nevermore, plus jamais. Assis à Montréal, le 6 décembre, nous étions là, lorsque cet homme de haine nos sœurs, amies et filles tua. Nunca más, nevermore, plus jamais. Nunca más, nevermore. Il y a 20 ans également, le 7 décembre 1989,
Le lendemain de l'attentat, Femmes en tête, une coalition de groupes de femmes réunies dans un grand hôtel de Montréal, annonçait officiellement les célébrations du 50e anniversaire du droit de vote des Québécoises. Il planait dans l'air un curieux mélange de souffrance due au deuil et à une sorte de culpabilité confuse, alimentée par le questionnement qu'on sentait déjà poindre dans les médias. Les féministes sont-elles allées trop loin? Ce colloque a pour objectif de faire le point sur la mémoire collective de cette tuerie, sur les violences faites aux femmes et aux féministes, et ainsi replacer ce crime sexiste dans l'histoire des femmes et des rapports sociaux de sexe. Quel est le sens de cet événement? Au cours des 20 dernières années, tout a été dit et scruté sur le sujet, sur son occultation, sur la supposée récupération de l'événement par les féministes et sur les féministes elles-mêmes qui auraient utilisé l'événement, et j'en passe. Mais comme l'écrivait déjà en 1990 Nicole Brossard, quel que soit le passé et l'état d'esprit de Marc Lépine, ce dernier a bel et bien voulu signifier que son geste était politique. Pourtant, plus d'un semble vouloir remettre en question ce fait. A-t-on jamais remis en question que Hitler a été un homme politique parce qu'il était fou? Pourquoi se souvenir du Polytechnique? Moi, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de réponses à cette question. Moi, j'ai une réponse tout simple, et c'est que parce que pas seulement des hommes continuent à tuer des femmes tout le temps et partout, mais aussi parce qu'on continue à pas voir, à nier l'aspect central de ces violences, qui est la haine des femmes et la défense des privilèges patriarcaux. Cette haine des femmes et des féministes était acquise par une socialisation, oui, familiale, mais aussi présente dans toute la société. Est-ce qu'il y a un système patriarcal mondial qui est solidaire? Et je pense que oui. Je pense qu'entre Marc Lépine qui tue ces femmes parce qu'elles vont devenir ingénieures et ces talibans qui tuent les enfants, les fillettes en Afghanistan, il y a un système de solidarité du système patriarcal. Le tueur de Polytechnique n'a pas tiré parce qu'il était fou. Le monde est plein de fous. Le tueur a tiré parce qu'étant fragile psychologiquement, il a pu se laisser envahir par l'inconscient collectif patriarcal québécois. Dans tous les groupements humains, certaines personnes deviennent les porteurs de l'inconscient collectif, littéralement possédés par des forces collectives qui les font agir. À travers l'épine, c'est tout le patriarcat québécois qui ramène l'ordre dans sa société. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Car ce carnage n'a pas été commis sous le coup de l'émotion. Il a été pensé, mûri et exécuté de sang-froid, ce qui suppose qu'il a été calqué sur l'image amplifiée d'un ensemble de comportements inacceptables, encore trop répandus dans la société québécoise. Le harcèlement sexuel, la violence conjugale, l'agression sexuelle sont en effet des problèmes réels qui touchent quotidiennement tous les milieux et tous les âges. Cette violence envers les femmes fait chaque jour des ravages dans les familles, à l'école, au travail, partout, à vrai dire, sans égard au statut social et aux revenus de l'agresseur ou de sa victime. Ces faits sont rigoureusement établis par des statistiques incontestables et par des témoignages bouleversants. En 2008, plus de 17 000 actes violents commis en contexte conjugal ont été rapportés à la police et jugés fondés après enquête. 11 personnes y ont perdu la vie, dont 9 femmes. 17 000 actes de violence, c'est presque le Centre Bell. Pourquoi on n'avance pas? On n'avance pas assez. La société et les individus aussi s'arrangent pour pas voir, et il faut des stratégies qui sont parfois compliquées pour éviter des choses qui sont très évidentes. Deux grandes stratégies d'occultation qui sont la légitimation des violences et la négation des violences, et des tactiques qui servent justement à étoffer ces stratégies. Et donc l'euphémisation ou l'évitement linguistique, donc l'effet que, et moi je l'ai fait jusqu'à maintenant, on parle des violences contre les femmes, mais on ne parle jamais des violences masculines contre les femmes. La déshumanisation des victimes, la culpabilisation des victimes et des mères des victimes, quand les victimes sont des jeunes enfants,
la psychologisation abusive, la naturalisation et la séparation, qui consiste à séparer les différentes violences dans comme si c'était justement séparé, ce qui nous empêche de voir la continuité entre ces formes différentes. Donc, comme les femmes parlent, comme les enfants parlent et dénoncent, il faut ériger un rideau de confusion, une espèce de brouillard qui mêle un peu tout et dans lequel des faits évidents disparaissent. Alors, on peut parler des violences, oui. On peut parler des violences masculines, non. On peut parler des discriminations contre les femmes, à peine. On peut parler des dominations, non. On peut parler des liens entre domination et violence, non. Les femmes de Polytechnique ont transgressé des interdits. L'école polytechnique est un grand symbole masculin. Le métier d'ingénieur prend ses racines dans le travail du forgeron, autrefois considéré comme un grand sorcier. Le magicien qui manipule le fer et le feu, symbole viril par excellence. Ceux qui construisent les ponts et les routes sont des hommes. Les interdits ne sont pas levés. Ils ont été refoulés dans l'inconscient collectif. Une religion ne disparaît jamais. Il y a les riches et les pauvres, les hommes et les femmes. Il y a les capitalistes, les communistes, les hommes et les femmes. Il y a les fédéralistes, les indépendantistes, les hommes et les femmes. Monsieur le baron, mon bien-aimé mendiant, fils de Dieu, mes frères, mes sœurs, dans une société qui perdure, il ne s'agit pas de dépasser les contradictions, mais au contraire de les maintenir dans leur affrontement et leur complémentarité. Depuis le 23 novembre dernier, une œuvre inédite réalisée en lien avec la tuerie de l'école polytechnique est présentée dans la ville, dans les espaces publics, extérieurs principalement, placardés sur les panneaux dans tout Montréal, mais également à l'intérieur, bars, cafés, restaurants, espaces de sensibilisation et d'éducation publique. Donc, le premier volet de l'exposition était celui-ci. Le deuxième était une exposition en galerie qui retrace le parcours des Guerrilla Girls, du moins donne un bon aperçu de ce parcours par une présentation d'œuvres réalisée entre 1985 et aujourd'hui. Guerrilla Girls, ce collectif d'artistes féministes, anonymes, militantes et super joyeuses, nous font l'honneur de leur première exposition monographique au Canada. Alors, on est absolument... Ça a été un projet extrêmement ambitieux. Elles ont été d'une générosité inouïe que de faire cette œuvre en lien avec Polytechnique, mais qui permet de mettre ce triste drame en contexte, a été pour elles un projet fort important et je les en remercie. Merci. Merci. Dans sa forme, donc, le projet rejoint la démarche des Guerrilla Girls, qui est connue pour ses interventions publiques. Donc, le collectif a d'abord affiché dans la ville des œuvres de ce type. Leurs œuvres sont également présentées dans les institutions muséales depuis déjà plusieurs années. Avant que ne nous vienne cette idée des Guerrilla Girls, une première idée s'est installée. Elle venait d'une phrase de la poétesse Denise Desautels. « Est-ce que l'on meurt différemment quand on est une femme ?» Parler ou se taire, ça reprend les reportages, les articles de journaux à la télé pour nous remettre dans le bain, finalement, de ce qui s'est dit à ce moment-là, sur le coup de l'émotion, dans le feu de l'action. Parler ou se taire, c'est aussi la possibilité pour vous, en évoluant à l'intérieur de l'exposition, de décider de parler ou de vous taire. Avant de mesurer l'impact d'un acte terroriste, j'avais envie de nous équiper probablement un peu mieux pour comprendre ce que c'est qu'un acte terroriste
et en quoi il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce mot d'attentat terroriste. Alors, les agresseurs et les agressés ne se connaissent pas. C'est une des caractéristiques importantes. Mais les agressés agissent d'une manière qui déplaît aux agresseurs. Donc, Mark Lépine a attaqué les 14 jeunes femmes, les premières cibles, bien sûr, puisque ce sont elles qui ont perdu la vie. Mais à travers elles, ce sont sur toutes les femmes qui rêvaient d'accéder à un monde assez fermé jusque-là, et qui l'est encore aujourd'hui, que la menace a pesé. Le terroriste n'assassine pas seulement pour tuer quelqu'un, mais pour obtenir un certain effet sur d'autres personnes que ses victimes. Et les victimes immédiates sont purement instrumentales. Schmitt et De Graaf ont un très beau mot que j'ai traduit en français de mon mieux. Les victimes sont la peau d'un tambour qui résonne pour obtenir un effet calculé sur une plus large audience. Et en fait, c'est le message qui compte pour le terroriste, pas la victime. Et ça, c'était les femmes autonomes, le mouvement d'émancipation des femmes et les féministes qui, à mon avis, évidemment on peut en débattre, ont intégré cette peur. Et je vais y revenir dans quelques minutes, mais pour moi, cette peur s'est appelée, comme on l'a déjà un peu souligné hier, « Sommes-nous allés trop loin ?» Ça s'est appelé aussi « Est-ce qu'on a oublié les garçons ?» Moi, je garde personnellement d'ailleurs un souvenir consterné de la nuit qui a suivi le 6 décembre, parce que j'ai passé de longues heures à écouter la tribune téléphonique improvisée par la station CKAC. Et j'étais absolument renversée d'entendre les commentaires qui allaient tellement souvent dans le sens d'accuser les femmes et les féministes d'être responsables du geste de Mark Lépine. Et je pense que c'est ça aussi. Mark Lépine a été comme une brèche dans l'espace public pour permettre l'émergence d'un discours militant antiféministe extrêmement brutal, mais qui tout à coup paraissait finalement pas si pire. Et après Polytechnique, on l'a vu, il y a eu un déversement. Bon, le manifeste de Salo a été publié 6 mois après. Les lignes ouvertes en ont été pleins. Et moi, je me souviendrai toujours du téléphone que j'ai eu le jour des funérailles des victimes, où un homme m'a appelé pour me dire « Si vous voulez interviewer Mark Lépine après sa mort, interviewez-moi. » Ça ne se refusait pas. Je suis allée le rencontrer dans un endroit public, bien sûr. Mais il voulait me dire, en fait, quelque chose de banal, mais en fait, c'était ça qui avait fait quelque part sauter la marmite de Lépine. C'était lui avait eu une blonde féministe qui, selon lui, l'avait rendu hors de lui parce qu'elle voulait tout contrôler, elle ne voulait pas partager, elle voulait sans doute le remettre à sa place. La colère n'est plus l'apanage des femmes, c'est devenu l'apanage des hommes. C'est qu'on est passé du temps où le mouvement des femmes carburait évidemment à une certaine colère face au patriarcat. Et très vite, maintenant, c'est inadmissible, cette colère-là. Mais les hommes, pas juste les masculinistes, on accueille à bras ouverts leurs doléances. C'est eux, maintenant, qui sont à plaindre. Et il y a eu un dérapage terrible qui s'est passé depuis 1989. D'entendre parler de la souffrance de l'individu, c'est un discours qui court à l'heure actuelle au Québec. C'est impressionnant. On parle beaucoup de la souffrance de l'individu, mais on oublie l'agir qui soutient cette déficience-là qui est en arrière. Je ne la nie pas, la souffrance-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis pas prêt à dire, par contre, qu'il n'est pas obligé de faire souffrir tout le monde parce qu'il souffre. Les hommes qui viennent nous rencontrer, écoutez, ça fait 20 ans, je dois en avoir vu au moins un petit peu plus de 1000, arrivent toujours avec une série de justifications expliquant les gestes qui ont été posés. Écoutez, je peux bien vous le dire, quand on a commencé à investiguer à ce niveau-là, on ne demandait pas aux hommes comment vous justifiez. On a pris nos clients sur une période de 6 mois et la question qui était « Comment t'expliques ce qui est arrivé? » C'est hyper intéressant parce que là, on avait la justification et celle qui prime, c'est celle-là qu'on trouve le plus, c'est les justifications de victimisation. J'ai eu une enfance malheureuse, mon père est agressif, mon père buvait, ma mère est agressive. Ils les ont tous sortis, ça en fait des victimes. Comment on peut effectivement recadrer une victime? Un matin, je m'en venais et je me disais, c'est hyper intéressant ce colloque-là pour une chose. De remémorer l'événement qu'il y a eu il y a 20 ans
c'est de se rappeler l'impact que ça a eu sur ces jeunes personnes-là, à l'époque, il y avait 20 ans, sur les familles qui tournaient, sur les amis. Et je me dis, de se remémorer ça, c'est justement une façon de ne pas le répéter. Quand je pense aux gars, je leur ramène effectivement les comportements agressants pour que justement, ils ne répètent pas. Fait que si je dis oui, c'est parce que tu es malheureux dans la vie, bien, ils retournent chez eux, ils agressent une autre fois parce qu'il est malheureux. Pas tout à fait d'accord. Juste comme ça, juste de dire, quand les Noirs afro-américains esclaves se sont émancipés, probablement que les propriétaires aussi en souffraient. Quand les syndicats arrivent dans les boîtes pour syndiquer la boîte, bien évidemment, les patrons en souffrent. Ils perdent du privilège, ils perdent du pouvoir. Il faut arrêter de focusser sur la souffrance, puis enfin expliquer Polytechnique. Par rapport au post-traumatique des hommes suite à Polytechnique, ceux qui étaient sur place, il est évident. Les hommes ont évidemment senti des choses aussi après Polytechnique. Moi, j'avais 23 ans, je l'ai déjà dit, j'étais étudiant à l'Université de Montréal, je n'étais pas sur le campus cette journée-là. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, dans les jours qui ont suivi, les hommes qui n'étaient pas de Polytechnique, les autres, on n'a pas eu peur. On ne fermait pas nos locaux de classe à l'université, même si l'attentat a eu lieu à l'université. On ne se disait pas, on est dans une université, il y a un risque qu'il y ait un autre attentat, et donc là, on va penser la sécurité, on va penser comment on organise nos activités. Alors que je pense que chez des femmes, c'est des préoccupations qui ont été portées après, dont, évidemment, quand il y avait des événements dans les murs des universités sur la question de Polytechnique, dont un colloque qui est organisé 20 ans après à l'UQAM. La tâche des hommes, c'est vraiment de faire apparaître la violence, la réalité de la violence masculine telle qu'elle s'exerce, entre autres, dans les meurtres, mais il y a aussi un piège dans le fait de ne lister que les meurtres, parce qu'on peut évidemment dire, eh bien, elle n'en est pas morte, alors que la violence psychologique, symbolique, demeure quotidienne et très généralisée, et les hommes en sont solidaires. Ça, c'est peut-être ce que je n'ai pas encore entendu au colloque et que j'aurais voulu entendre. Puisque de plus en plus, nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Il devient impossible pour tous et pour toutes d'aspirer aux mêmes possessions, aux mêmes positions, contrairement aux sociétés traditionnelles où le paysan ne peut pas épouser la fille du seigneur, où le fils de l'ouvrier ne peut pas devenir médecin, où la femme ne peut pas poursuivre des études. À quoi ça sert les études pour laver des couches, disait mon grand-père. Quand les femmes sont partout dans la vie, surtout dans la vie publique, c'est trop mélangeant. C'est trop mélangeant. L'antiféminisme n'est donc pas apparu le 6 décembre 89. Il naît en même temps que le féminisme, ici comme ailleurs. La culpabilité des féminismes, aller trop loin. Les mots fatidiques qui reviennent à la surface chaque fois qu'il est question du féminisme. Les femmes ne doivent pas aller trop loin. À quel endroit se trouve ce trop loin? À ma connaissance, personne ne l'a jamais précisé. Quand les femmes voulaient étudier, on disait qu'elles voulaient briser la famille. Quand elles voulaient voter, on disait qu'elles voulaient briser la société. Quand elles réclamaient à travail égal, salaire égal, les économistes disaient qu'elles voulaient anéantir l'indispensable dépendance économique des femmes. Se basant sur le principe qu'ils déclarent immuable que la femme doit dépendre économiquement de l'homme, ils prétendent que l'égalité des salaires serait une véritable iniquité. Quand elles ont dénoncé le viol, le harcèlement, on a dit qu'elles exagéraient, qu'elles victimisaient les femmes. Qui osera dire qu'elles sont allées trop loin? Le 6 décembre 1999. C'était le 10e anniversaire de Polytechnique. J'étais à Mexico, la ville de l'apocalypse et de la fin du monde, et je suis revenu à temps pour entendre les commentaires dans les médias. Ce n'est que le geste isolé d'un fou. Ça n'a rien à voir avec la société québécoise, qui fait une large place aux femmes. Voici l'attitude québécoise fondamentale. Tout le monde est gentil, chacun se fait sa petite idée. Il ne faut surtout pas s'énerver. Il y avait aussi une pléiade de déclarations politically correctes sur la violence en général. Pas la violence faite aux femmes, on n'en parlait pas. La violence en général, c'est donc pas beau. En 2009, j'entends les mêmes commentaires. C'est un fou. C'est juste un fou. Ça veut rien dire. C'est un fou. Ça veut rien dire. On l'aura bien compris, le devoir de mémoire pose problème dès lors qu'il renvoie aux mémoires douloureuses,
aux mémoires traumatiques qui soulèvent la question de la reconnaissance, de la justice et du pardon. Ainsi, plus vite se construit la mémoire collective, plus vite certaines personnes ont la chance de voir leur discours se cristalliser dans le temps, ce qui est d'autant plus important quand un événement mobilise des forces politiques adverses. Le tueur a déclaré « Jaillit les féministes ». Pourtant, l'analyse des contenus de plus de 600 articles et d'un corpus d'ensemble de documents connexes confirme que les intentions du tueur sont souvent occultées dans les médias, qui sont ici analysés en tant que lieu et vecteur de mémoire. 10 ans après le massacre, il n'y avait toujours pas à Montréal de monument à la mémoire des 14 femmes, alors qu'il en existait depuis plusieurs années dans plusieurs villes du Canada anglais, Toronto, Moncton, Vancouver. Est-ce que ça s'est vraiment passé au Québec? Il me semble que c'est très bon qu'on ait fait un mémorial aux 14 femmes qui ont été assassinées à Polytechnique le 6 décembre, mais j'ai pris la peine d'aller voir ce qui était marqué sur la plaque officielle de la Ville de Montréal. Et c'est l'art de la litote dans toute sa splendeur. Ça dit « En mémoire de l'événement tragique survenu à l'École Polytechnique le 6 décembre 89, afin de promouvoir les valeurs de respect et de non-violence. » Ça, c'est la plaque officielle. Pas un mot encore aujourd'hui sur le fait que c'était des femmes qui avaient été assassinées et que c'était des femmes qui avaient été assassinées dans un crime politique contre des femmes qui ne se tenaient pas à la place subalterne qu'une société patriarcale leur assigne. Je vais faire mon meilleur d'expliquer l'impact profond de 6 décembre au Canada anglais, parce qu'il faut dire que l'impact était aussi profond, mais différent qu'ici. On avait une expérience des années en lutter contre les groupes antiféministes déjà. Donc, pour nous autres, c'était choquant, évidemment, un massacre comme ça, mais ce n'était pas une surprise. Et la réaction était immédiate dans les rues. À mon avis, c'était la première fois que tout le mouvement femmes se mobilise dans cette question-là, c'est-à-dire la violence faite aux femmes. Et ça continue. C'est l'autre chose que je veux expliquer. C'est-à-dire que chaque année, le 6 décembre, il y a des événements sur tous les campus à travers le Canada, chaque année. Dans la plupart des villes, il y a des mémorials qui sont un mémorial à les 14 femmes, mais aussi à toutes les femmes tuées par la violence masculine. Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. C'est avec des banderoles portant cette phrase de la grande féministe Benoîte Groult que nous, encore féministes, et les chiennes de garde, nous manifestons dans les rues de Paris le 8 mars et en toute autre occasion. C'est aussi cette belle devise qui est le titre du tract que nous distribuons tous les ans, le 6 décembre, année après année, fidèlement depuis 2000. Chaque 6 décembre, on nous retrouve à Saint-Germain-des-Prés sur la place du Québec. À cette date, quand l'acte s'est passé, j'étais en Afrique après avoir vécu ici une année quelques où je commençais mon doctorat. Mais on l'a vécu très mal et très dur. On parle des échos en Europe, en Afrique et partout. Les gens, en particulier les femmes, ont été ébranlées. On a oublié souvent, et ça fait 20 ans finalement, de mentionner que le 13 décembre, il y avait un groupe de lesbiennes qui avait organisé une manif à Montréal, à moins 40, on s'en souvient également, suivi d'une rencontre à l'Union française, où il y avait eu... Alors, ça se voulait très spontané, vu que c'était seulement 5 jours après la tuerie de Polytechnique. Et donc, nombreuses féministes et lesbiennes se sont prononcées, ont rédigé des textes, on s'est mobilisés très, très, très rapidement. Les centres de femmes, depuis les temps immémoriaux, en fait, depuis 1989 ou 90, portent le ruban blanc et distribuent des rubans blancs partout dans leur communauté avec une chandelle blanche. Et on demande aux femmes, à 6 heures le soir, d'allumer leur chandelle à une fenêtre
et de se recueillir l'espace de quelques instants pour penser aux victimes de Polytechnique, bien sûr, mais aussi à toutes les femmes qui ont vécu de la violence et qui sont mortes depuis 1989. Même si depuis 1989, à la Fédération, on commémorait le 6 décembre, mais en 1996, les délégués ont demandé à ce que chaque 6 décembre, ce soit un événement dans tous les établissements à travers le Québec. On a demandé à 14 délégués masculins, après que 14 délégués féminines aient lu et cité les noms des 14 victimes, les 14 délégués masculins sont venus lire la déclaration. Et je vous assure que pour nous, ça a été vraiment, on aurait pu entendre une mouche voler dans la salle. Malgré le dénigrement de leurs paroles, les féministes poursuivent le travail de mémoire et de commémoration en commémorant justement à chaque année la mémoire des 14 victimes. Mais après 20 ans de mobilisation féministe, quelle est aujourd'hui la place du féminisme dans la mémoire collective de la tuerie? Ainsi, la majorité de journalistes divise désormais les féministes en deux camps, les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises ou les déviantes, ce sont celles qui s'identifient au féminisme radical ou à un féminisme plus combatif. Nous avons tout de suite fait le parallèle entre ces jeunes femmes qui voulaient devenir ingénieures et les compositrices actuelles. Une grande place, on le sait, est accordée aux femmes comme interprètes, mais malgré des avancées, le monde musical réserve une place encore timide aux femmes créatrices. C'est pourquoi Maestra, dont la mission est de promouvoir la création et l'innovation musicale des femmes, propose avec le Centre de musique canadienne au Québec un volet musical. Nous présenterons le concert Bleu Silence à la salle Marie-Gérin-Lajoie. Sur une toile massacrée, à qui on ouvre le ventre comme pour mieux les vendre, et qu'on sait qu'elles existent, et qu'on sait qu'on les tue. Sur le trottoir posait un enfant trop fardé et dont les rêves depuis longtemps s'en étaient allés. Je crois que on fait trop facilement le lien entre Polytechnique et la violence faite aux femmes. Je sais que ça a l'air gros de dire ça. Marc Lépine en voulait pas à ces femmes-là particulièrement comme un homme qui veut battre ou tuer sa femme. Il ne les voyait pas comme des victimes, il les voyait comme des conquérantes. Marc Lépine s'en prenait au progrès. Le signe le plus tangible du progrès du 20e siècle, ce sont les femmes à la place des hommes sur la place publique. C'est ça, c'est une guerre avouée face au progrès, face au futur, face au féminisme. Et je pense que de ne pas avoir rappelé ça, on a un peu, peut-être, malgré nous, contribué à balayer la question du féminisme qui, Dieu sait, est pas populaire, est plus populaire. Cet antiféminisme-là, il va chercher la misogynie chez les hommes. Il va chercher le sentiment que des femmes, et des femmes concrètes, pas des idées, lui nuisent dans sa volonté de pouvoir. C'était quand même quelqu'un qui voulait rentrer à Polytechnique. Il considérait que des femmes le tenaient à distance de son idéal. Oui, il faut voir l'antiféminisme très clairement, mais il ne faut pas qu'une distinction qu'on doit faire dans notre tête entre les femmes et le féminisme en viennent à nous cacher le fait que ce sont des femmes, en tant que femmes, qui sont tuées par les hommes qui se heurtent à la force des femmes. C'est un crime, je l'assimile à la violence contre les femmes parce que
À mon avis, la violence contre les femmes est justement exercée contre les femmes qui prennent du pouvoir et qui refusent d'être soumises. Et pour avoir étudié l'homicide conjugal au Québec pendant plusieurs années, je l'ai vu cas après cas après cas. C'est quand les femmes quittent, c'est quand les femmes refusent, c'est quand les femmes n'acceptent plus d'être subordonnées qu'elles sont assassinées par leur conjoint. Il a fait ça comme un acte politique, c'est comme un acte de terrorisme. C'est jamais les patriarches qui fait les gestes de terrorisme. C'est toujours des hommes qui sont marginalisés, qui pensent, ils actent en défense de la patriarcie. Et Marc Lépine est typique dans ce sens-là. Et dans son explication lui-même, il dit c'est un acte d'intimider des féministes. Un acte de vengeance contre les féministes. Dans le cas de la violence conjugale, les victimes ont une relation étroite avec le criminel qui les attaque et la violence domestique recherche le secret de l'intimité. Elle mise sur la honte de la victime, alors que la violence terroriste, celle de Marc Lépine, mais des autres terroristes aussi, cherche au contraire à s'étaler dans la sphère publique. Ça n'enlève rien au drame de la violence conjugale, je vais être bien clair là-dessus. La violence faite aux femmes dans une famille, dans une situation de relation intime, est une forme de terrorisme. Est une forme de terrorisme et est une forme de terrorisme politique. Nous autres, au Centre de prévention, on a vu une croissance énorme du nombre de femmes qui venaient prendre des cours d'autodéfense. Fait que pour les femmes, et pas des féministes, mais les femmes, en général, c'était très clair. Il n'y avait pas de question que la peur a augmenté. Leur peur, et elles ne parlaient pas nécessairement d'avoir peur à se faire massacrer dans une école. Elles avaient peur de leur conjoint. Les mêmes peurs que les femmes ont, mais ça a comme suscité, ça a brassé ça. Tout ça, je veux dire, c'est un acte de domination masculine, celui de battre de sa femme ou encore, à plus forte raison, celui de tuer 14 femmes. Là, ça se jette dans le même fleuve. Cela dit, moi, je trouve qu'il faut quand même faire la nuance, parce que s'il avait voulu juste tuer des femmes, il aurait pu aller dans une école d'infirmières. Il a sciemment choisi son lieu à cause du féminisme. Il y a toujours eu du monde à tous les 6 décembre pour commémorer puis pour pleurer les 14 victimes. Mais pour pleurer le féminisme, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est ça que je ne veux pas qu'on perde de vue. On parle beaucoup de violence autour du 6 décembre, mais moi, j'ai envie de terminer aussi en saluant la solidarité des femmes, en saluant cette solidarité des femmes qui s'est mondialisée. Et c'est ça qui nous donne l'espoir, c'est ça qui nous permet de continuer, parce que dans tous les combats que les femmes ont menés, c'est jamais du jour au lendemain. Donc, il faut toujours continuer dans la rigueur, la persévérance. Et merci aussi à notre solidarité que nous avons, l'ensemble des femmes. Nous avions comme objectif de faire émerger autre chose, et je crois que c'est réussi. Ça, c'est extraordinaire. Vous portez, je pense, on porte ensemble d'autres projets et j'espère que justement, il va y avoir une suite à ce colloque et que ce n'est qu'un début. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on aille prendre l'air ensemble, qu'on sorte et qu'on aille voir justement à la place Émilie-Gamelin en ce moment. C'est magnifique. Aujourd'hui, après 20 ans, nous voulons simplement que la société passe à l'action en reconnaissant avec nous que les attitudes antiféministes doivent cesser, que le discours affirmant que l'égalité est atteinte n'a pas sa place et que l'idée que nous sommes responsables de la violence masculine doit disparaître. Nous nous solidarisons pour que cesse la publicité sexiste et la sexualisation de l'environnement. Nous ne resterons pas silencieuses devant des insultes et les attaques lesbophobes. Les violences répétées portées contre les unes maintiennent toutes les femmes dans un état de peur. Elles portent atteinte à leur dignité, leur liberté et leur droit à l'égalité. La réponse pathétique du gouvernement face au problème des femmes autochtones disparues ou assassinées n'est que le reflet de l'absence flagrante des droits humains pour les peuples autochtones. That says to us and says to the families who lost their 14 sisters 20 years ago that their lives were not important, that it is more important, the economic security of the country is more important than the lives of the women
who are lost unnecessarily. Nous prenons la parole pour reconnaître la pertinence du mouvement féministe. Il est incontournable. C'est un mouvement d'espoir et de solidarité. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus égalitaire. And for those who think that feminism is the cause of hatred against women, do not understand that violence against women, whether they are Aboriginal or not, is a violation of a human right, and that all human rights must be respected, irregardless of race. Vous êtes aussi venus former une chaîne humaine afin de rappeler que la violence faite aux femmes n'est jamais une banalité. La violence faite aux femmes, on doit refuser le silence face à cette réalité-là. Donc, je vous inviterai à former la chaîne humaine, une chaîne humaine de solidarité, une chaîne humaine de colère, une chaîne humaine de rage contre cette situation-là, contre laquelle on se bat à tous les jours. En fait, cette chaîne-là va encercler le parc Émilie-Gamelin, va encercler les 280 rubans qui sont posés sur les arbres ou les poteaux qui décorent la place Émilie-Gamelin en l'honneur de 14 femmes que ça fait 20 ans qu'ils sont mortes. 20 ans plus tard, nous voulons nous souvenir d'elles en clamant leur nom. Elles s'appelaient Geneviève Bergeron, 21 ans. Hélène Colgan, 23 ans. Nathalie Croteau, 23 ans. Barbara Daigneault, 22 ans. Anne-Marie Edward, 21 ans. Maude Aviernick, 29 ans. Barbara Maria Kluxnik, 31 ans. Maryse Leclerc, 23 ans. Annie Saint-Arnaud, 23 ans. Michel Richard, 21 ans. Maryse Lagagnère, 25 ans. Anne-Marie Lemay, 22 ans. Sonia Pelletier, 28 ans. Annie Turcotte, 21 ans. Nunca más, nevermore, plus jamais. Nunca más, nevermore, plus jamais. Nunca más, nevermore, plus jamais. L'ère des centres de femmes du Québec est ici et continuera à lutter parce que nous voulons être ensemble en action pour que ça cesse. Le regroupement québécois des Calax est ici pour dénoncer les agressions sexuelles et continuera à lutter parce que l'égalité ne s'atteint pas dans le silence. La Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec est ici parce que 10 000 femmes et enfants qui fuient la violence et trouvent refuge chaque année dans une de nos 41 maisons d'hébergement est une tragédie. La concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle est ici parce que nous, les femmes, ne sommes ni à vendre, ni à prendre. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales est ici pour que nos amis, nos sœurs et nos collègues puissent échapper à la violence et vivre en paix. L'organisme Stella est ici parce qu'il y a encore trop de femmes travailleuses du sexe qui subissent de la violence. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est ici parce que les professionnels en soins sont bien placés pour constater les conséquences désastreuses de la violence sur la santé des femmes. Dawn, Réseau Action des femmes handicapées du Canada, est ici parce que les femmes handicapées sont de 1,5 à 10 fois plus susceptibles d'être maltraitées que les femmes non handicapées. Amnesty International Canada francophone est ici parce que la violence envers les femmes, domestiques, communautaires, institutionnelle est le plus grand fléau en droits humains. Femmes autochtones du Québec est ici parce que la violence contre les femmes autochtones doit être prise au sérieux. La Fédération des femmes du Québec est ici et continuera à lutter afin de rappeler que la violence envers les femmes n'est pas qu'une affaire de femmes.